المهدي ومن ولاءه سالكي المسلمين. مرحبا بكم الكرام المشاركين في هذا الملتقى الذي يخص هذه العدوى التي تمس كافة الفئات بشرية وكذلك tout le globe mondial. Donc, brièvement, la DSP de la wilaya de Batna, en étroite collaboration avec le CHU de Batna et le PH, a organisé cette journée d'information destinée aux médecins SEMEP, les PCM et également les paramédicaux. Donc, explicitement parlant, c'est les acteurs principaux de la prise en charge du coronavirus. La DSP, en collaboration avec les deux structures sanitaires, a tracé deux objectifs globaux concernant la prise en charge du coronavirus. Le premier objectif opérationnel, c'est mettre en place un dispositif de prise en charge de cette pathologie. Deuxième objectif opérationnel spécifique, c'est uniformiser la démarche, les outils et également la prise en charge de cette pathologie. Donc cette approche, cette démarche, ça concerne la wilaya de Batna. Nous avons déjà activé à deux reprises au niveau de l'IRFS paramédical de Batna. La première réunion a été destinée aux trois directeurs, donc les structures qui vont prendre en charge cette pathologie avec les PCM et les épidémiologues. La deuxième réunion, ça a concerné tous les directeurs avec les PCM et les épidémiologues. Cette réunion, donc, ça concerne les acteurs actifs qui vont gérer, opérer et prendre en charge cette maladie, cette pathologie, donc le coronavirus. Sans tarder, je passe la parole en premier lieu au docteur Darmoni, qui représente le DSP de Batna, puis professeur Topri, et en troisième position, professeur Belmini. Merci. Merci, monsieur le directeur. Donc, salam alaikum. Donc, cette journée s'inscrit dans le cadre des préparatifs et des dispositifs de prise en charge et de surveillance, d'alerte contre le coronavirus. Donc, comme disait monsieur le directeur, cette réunion est la troisième. Elle est destinée spécialement aux acteurs, médecins PCM, médecins SEMEP et les paramédicaux, que ce soit laborantins ou urgentistes. Donc, je passe directement au programme. Le programme, donc avec la première intervention, on a 4 intervenants. La première intervention avec le docteur Torch. Le deuxième intervenant, c'est le docteur Haj Issa. Le troisième, c'est le professeur Boubou Khalfa. Et la quatrième intervention, c'est le docteur Ben Algir. Donc, cette journée, normalement, elle concerne spécialement, les acteurs. Madame Ia, chaque établissement, au terme de cette réunion, chaque établissement, il organise à son niveau, il va normalement inviter les médecins de chaque établissement, ou normalement préparer, organiser une journée de formation pour tous les acteurs, chaque établissement à son niveau. Donc, au nom de monsieur le DSP, j'annonce l'ouverture de cette journée et je passe la parole au professeur Sophie. Merci, monsieur. Normalement, je n'ai plus le droit à la parole. Vers la séance. Non, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je pense qu'on est là aujourd'hui pour un objectif bien précis. Certainement, on ne va pas vous apprendre le coronavirus parce que tout le monde sait ce que c'est maintenant, c'est avec les médias maintenant
chacun de nous, déjà, il a une idée plus ou moins précise sur la question. Mais notre objectif principal, comment coordonner nos violons, justement pour parler le même langage et avoir de la belle musique. Hein, parce que finalement, on va intervenir à des différents niveaux. Et le plus difficile, c'est coordonner les actions. Parce qu'il ne suffit pas de poser le diagnostic, mais les itinéraires et l'acheminement de l'information du malade, c'est ça qui pose problème. Et par expérience, c'est ça qui posait problème auparavant. N'oubliez pas, si jamais il y aura des cas, certainement il y aura, si vous voulez, des actions multifocales. Parce que gérer une épidémie, il n'y a pas que l'aspect santé qui prime, il y a d'autres aspects qui vont se greffer sur ce qui existe. Raison pour laquelle, en tant que professionnel de la santé, blouse blanche, on a quand même un rôle à jouer. Et bien sûr, comment essayer d'apaiser, si vous voulez, le problème d'une manière très très intelligente. C'est ça, l'épidémie, ça demande quand même des réflexions, un art pour gérer. Ce n'est pas comme il s'agit d'un cas, on va le traiter, ça s'arrête là. Les épidémies, ça se gère autrement. C'est pour cette raison que l'organisation, la coordination constitue la pierre angulaire justement pour rompre la chaîne de transmission. Je pense que c'est l'objectif de cette rencontre. Elle s'articule autour de ça. C'est pour cette raison qu'on est là aujourd'hui, justement pour essayer de voir quel dispositif on va le mettre déjà sur terrain. Ça a été déjà initié par notre tutelle, le ministère de la Santé, tout est clair. Mais comment on va rendre opérationnel donc, ce dispositif qui est en l'occurrence la lutte contre une éventuelle épidémie de coronavirus. Les chiffres sont à la hausse. Je vois le dernier chiffre d'hier, c'était déjà plus de 600 morts et ça dépasse les 29 000 cas. Quand même, on n'est pas à l'abri, hein, donc maintenant le monde, c'est un village. Il ne faut pas se dire que ça se passe uniquement chez les autres, on est à l'abri. Non, il ne faut pas penser comme ça, il faut qu'on se prépare. Hein, donc il faut qu'on se prépare justement pour rendre opérationnel ce dispositif. Je pense, sans plus tarder, c'est ça, si vous voulez, l'objectif de cette réunion. On ne peut pas réunir tout le monde, hein, donc tous les intervenants au niveau de notre wilaya. C'est pour cette raison qu'on a jugé utile de prendre au moins des représentants. Ça ne veut pas dire que nous sommes les meilleurs par rapport aux autres, loin de là, mais sur un aspect beaucoup plus organisationnel. Mais mon souhait, ça fera une tâche d'huile, c'est-à-dire qu'il y a l'information, il ne faut pas qu'il la garde pour lui, il faut qu'il la diffuse. Donc en rentrant, vous allez réunir respectivement vos collègues, que ce soit médicaux ou paramédicaux, même gestionnaires, justement pour essayer de leur expliquer comment on va, si vous voulez, rendre, comme je l'ai dit, donc, ce dispositif opérationnel. Ça va nous faciliter la tâche, on évite la panique, et tout le monde trouve son compte et on va travailler dans un milieu serein, un environnement qui va bien sûr rendre service à notre population et à notre pays. Je vous remercie. Merci. Merci professeur Tobi. La parole au professeur. Merci. Nous sommes ici pour débattre un sujet d'une pathologie émergente dont l'agent pathogène est le coronavirus. On est passé, dans les années 2000, on est passé par plusieurs épidémies. Il y a le MERS, il y a le chikungunya, il y a l'Ebola. Et maintenant, on va débattre un sujet concernant cette pathologie. On ne dramatise pas car le réservoir du virus, ce sont certains animaux, la chauve-souris et les serpents qu'on n'a pas ici. Mais on doit contrôler, les gens de l'équipe d'épidémiologie vont bien expliquer, on va contrôler beaucoup plus les cas suspects s'ils arrivent en Algérie. Donc on n'a pas une grande tâche à faire parce que le réservoir du virus n'est pas ici. C'est ailleurs. Et non, nous, on ne manipule pas ce genre d'animaux. C'est pour ça que ce n'est pas comme le H1N1 où le réservoir du virus est lent et on a eu beaucoup à craindre. Je passe la parole à M. Tonani pour l'ouverture de ces jours. Merci. Bon, je pense pour mieux gérer le temps, j'invite le professeur Kadir, professeur Chouké pour modérer la première séance.
Voilà, donc s'il vous plaît, afin de mieux gérer le temps, on va commencer rapidement. Et nous appelons Dr Torres, voilà, pour présenter sa la première communication donc, de la journée. Très bien. Et ensuite, donc le programme qui m'a été communiqué par nos amis. Ensuite, on va entendre notre ami Dr Hadj Issa de la clinique des maladies infectieuses. Ensuite, ça va être le professeur Boukhalifa, laboratoire de microbiologie du CHU. Et enfin, Dr Ben Aljia, donc assistante au CHU de Batna, au service d'épidémiologie. Voilà. Donc, vous pouvez commencer si vous voulez. Chers collègues, honorable assistance, bonjour. Permettez-moi de vous présenter le dispositif de surveillance d'alerte d'infection par le nouveau coronavirus. Microphone, donc, l'objectif de cette présentation, c'est d'apporter toutes les informations factuelles relatives à cette nouvelle infection, détecter les principales mesures préventives pour faire face à l'apparition d'éventuels cas, la mise en place d'un dispositif de surveillance, la formation du personnel et d'éviter l'état de panique. Donc, suite à la déclaration par la République populaire de Chine des cas de pneumonie sévère causés par le nouveau coronavirus en décembre 2019, l'OMS recommande d'intensifier le système de surveillance et d'alerte des infections respiratoires aiguës selon la note numéro 2 du 23 janvier 2020 émanant du ministère de la Santé pandémie. C'est la phase numéro 5 d'alerte selon l'OMS. Donc le circuit de la déclaration, il commence par l'unité de base, passant au service d'épidémiologie et médecine préventive, à la DSP, au ministère et enfin à l'OMS. Selon les données épidémiologiques, la quasi-totalité des cas ont été enregistrés dans la ville de Wuhan, avec quelques cas notifiés dans les États-Unis, Taïwan, Thaïlande, la Corée du Nord. Il s'agit des cas chez des voyageurs en provenance de la zone endémique. Donc, pour le mode de transmission, les premiers cas ont été déclarés chez les commerçants d'un marché de poissons, mais l'hypothèse d'une zoonose est privilégiée. Potentiellement, la transmission interhumaine, elle est possible, mais elle est relativement faible. Elle nécessite un contact étroit. Pour les définitions de cas, un cas suspect, c'est tout patient présentant des signes cliniques d'infection respiratoire aiguë basse grave, dont les signes cliniques nécessitent une hospitalisation, sans autre pathologie identifiée pouvant expliquer la pathologie, donc, et ayant voyagé ou séjourné à la ville de Wuhan dans les 14 jours précédant le début de la symptomatologie. Le cas confirmé, c'est tout cas présentant des signes cliniques avec confirmation par le laboratoire. Le laboratoire national, c'est le laboratoire de référence de l'Institut Pasteur d'Algérie, mais il faut savoir que ces définitions sont susceptibles d'évoluer à tout moment en fonction des informations disponibles concernant cet épisode. Donc, pour les données cliniques, il s'agit d'une fièvre avec des signes respiratoires tels que une toux, la douleur thoracique, une dyspnée, des infiltrats pulmonaires invasifs bilatéraux objectivés par un radiothorax. La durée d'incubation est de 7 à 14 jours. Les populations à risque sont les âges extrêmes avec des sujets présentant des comorbidités. Cette pathologie, elle peut évoluer vers une détresse respiratoire, une insuffisance rénale aiguë, une défaillance multiviscérale qui peut provoquer le décès. Donc, la mise en place du dispositif, commençons premièrement par les moyens de protection individuelle, les masques chirurgicaux, les masques FFP2, les blouses, les surblouses, les charlottes, les lunettes de protection. Deuxièmement, c'est l'équipe des prélèvements et le moyen de transport. Troisièmement, il faut maintenir le dispositif de la prise en charge des grippes compliquées selon la note numéro 37 du 26 décembre 2019. Prenons comme référence la note numéro 2 de 11 novembre 2019. Donc, pour ce dispositif, on doit veiller à la disponibilité pour tous les cas de grippe compliquée de 2 lits par service de pneumologie, d'infectiologie ou de médecine interne, 2 lits par service de pédiatrie, 1 lit par service de réanimation et 2 lits par maternité.
Et pour les cas suspects, on doit les hospitaliser. On doit réaliser un prélèvement selon les modalités de prélèvement de la fiche numéro 3 recommandée par le ministère de la Santé. On peut réaliser un prélèvement nasopharyngé ou oropharyngé à n'importe quel moment de la maladie, ou bien un lavage bronchopulmonaire chez les patients intubés. Ce prélèvement doit être accompagné. Il faut faire un focus sur ça parce que c'est une modalité pratique. Donc, les modalités de prélèvement, on a deux types. Pour le prélèvement nasopharyngé ou oropharyngé, on va réaliser une aspiration. C'est un prélèvement de choix utilisé uniquement l'écouvillon en dacron stérile. Toujours l'écouvillon, elle est disponible avec le milieu de transport. Donc, quand on réalise le prélèvement, c'est à n'importe quel moment de la maladie, de préférence à la phase initiale de la maladie. Le prélèvement il peut être conservé entre plus 2 à plus 8 pendant 5 jours. Lorsque le transport est déféré à une autre supérieure à 5 jours, on doit le congeler à moins 70. Voilà, donc on n'est pas censé connaître ces détails. Je pense que le professeur Boukhalfa a Ah, donc il n'y a pas de... Ah, allez, je m'excuse. Donc, le prélèvement doit être accompagné par une fiche de renseignement qui contient plusieurs variables, à savoir la nature du prélèvement et les renseignements cliniques. Et enfin, c'est la déclaration au ministère de la Santé et l'Institut national de santé publique. Donc, toujours pour le dispositif mis en place, il faut instruire les responsables des postes de contrôle sanitaire aux frontières à activer le dispositif d'alerte en mettant les caméras thermiques pour les passagers provenant de la Chine. Il faut isoler et hospitaliser tous les cas suspects. Il faut informer les passagers en cas de signes cliniques de consulter en urgence. Informer et sensibiliser les voyageurs sur les mesures d'hygiène élémentaires. En terminant avec le moyen de transport des cas suspects en Chine. Donc, agissons ensemble, soyons vigilants. Merci à votre attention. Merci pour votre attention. Alors, on enchaîne avec la deuxième communication, celle du Dr Hajrissa. On laisse une élémentaire pour la Je vais vous présenter aujourd'hui les aspects cliniques, les différents aspects cliniques, ainsi que la prise en charge qui concerne cette nouvelle pathologie, un virus qui s'appelle 2019 nCoV. Donc, vous le savez que les maladies infectieuses sont toujours d'actualité en raison, premièrement, de leur mode de transmission qui est variable, qui dépend de chaque agent pathogène. C'est ce qui va justifier une stratégie de prévention adaptée, bien sûr, à chaque épidémie. Deuxième raison, c'est le risque d'apparition d'une nouvelle maladie. C'est le cas actuel de cette maladie qui est due à un virus. Donc, il s'agit d'un tableau d'épidémie de pneumonie qui a été déclaré au début dans la région de Wuhan en Chine. Donc, l'étiologie virale au début a été posée, mais l'agent pathogène n'était pas connu. Par la suite, c'est le début de cette pathologie, c'était en décembre 2019. Par la suite, les autorités officielles, les autorités sanitaires de Chine officielles ont annoncé l'isolement d'un agent pathogène qui s'appelle, en 2019 par rapport à l'année de découverte, nCoV, c'est le coronavirus. Mais ce nouveau virus était différent du virus qui était responsable des épidémies de SARS-CoV en 2003 et de MERS-CoV qui évolue depuis 2012. Par la suite, le nouveau virus a été, ce nouveau virus est présenté comme agent responsable de cette épidémie. Qu'est-ce qu'un coronavirus? Le coronavirus appartient à une grande famille qui s'appelle les coronaviridés. Ce virus peut provoquer plusieurs maladies, allant d'un simple rhume, comme les virus saisonniers, il y a des coronavirus responsables de rhume, allant qui peut nous donner des formes plus graves telles que le MERS et le SARS-CoV. Ce virus a été identifié bien sûr et dénommé en 2019 nCoV. Le problème c'était de déterminer quel est le réservoir de ce virus.
Et au début, comme l'épidémie a déclenché dans le marché des aliments vivants, donc l'éventualité d'une zoonose a été évoquée. Et ils ont isolé un virus proche quand la structure était proche des chauves-souris, mais l'animal d'origine de la transmission à l'homme n'a pas encore été identifié avec certitude. Concernant la symptomatologie clinique, toujours selon les autorités sanitaires chinoises, donc après c'est des malades qui vont présenter, après une incubation qui peut aller de 7 à 14 jours, c'est des malades qui vont présenter une fièvre entre 38 et 40 degrés. Bien sûr, cette fièvre, elle est parfois associée à des frissons. Cette fièvre, en plus, donc, on a une symptomatologie clinique respiratoire, faite d'une douce sensation d'oppression thoracique et parfois une dyspnée. Les formes graves de cette pneumonie étaient rapportées chez les sujets âgés et les sujets qui ont une comorbidité, et ainsi que les sujets qui ont un problème de déficit immunitaire. Donc le tableau clinique pour ces formes graves était un syndrome de détresse respiratoire associé parfois à une insuffisance rénale aiguë, et l'évolution va se faire vers la défaillance multiviscérale et parfois décès. Concernant le mode de transmission de cette pathologie, comme les premiers cas étaient isolés, avaient un facteur commun et ont fréquenté le marché d'aliments vivants de Wuhan, qui a été fermé par la suite pour des mesures de prévention. L'hypothèse d'une zoonose était donc privilégiée. Le risque, par la suite, ils ont remarqué qu'il y a eu des cas, une expansion rapide de cette épidémie. Donc l'éventualité d'une transmission interhumaine était posée, vu devant l'apparition des cas de personnel soignant qui s'occupent des malades et l'extension rapide de cette épidémie en Chine. Pour la contagiosité de cette maladie, c'est-à-dire quel est le risque, à partir de quelle période on parle de contagiosité de cette pathologie, et quel est le risque. Vu le risque très élevé de transmission de ce virus, donc des investigations sont en cours pour déterminer le degré de contagiosité, ainsi pour déterminer les autres modes de transmission. Parce que, selon les instructions qu'ils ont données, donc il y a ici les précautions complémentaires de contact. On considère donc que le contact étroit, moins de 1 mètre, donc est responsable, on peut transmettre l'agent pathogène. Concernant toujours le diagnostic de cette pathologie, donc le diagnostic est posé comme toute pathologie infectieuse, donc on a le contexte épidémiologique qui est nécessaire, donc le 6 jours en zone d'endémie dans les 14 jours qui précèdent l'apparition des symptômes, en plus l'apparition des signes cliniques et respiratoires dans un contexte hybride, permet d'évoquer le diagnostic de cette pathologie. Mais le diagnostic de certitude est posé avec des prélèvements qui sont envoyés sur l'Institut Pasteur, l'Institut de référence. Pour la prise en charge thérapeutique, donc les patients potentiellement infectés par ce virus doivent être pris en charge dans des établissements identifiés sur le territoire national. Pour la wilaya de Batna, il y a des services d'infectiologie qui s'occupent. Il y a aussi un autre service au niveau de CHU qui s'occupe des cas plus graves. Pour la prise en charge des cas confirmés d'infection 2019 encore, donc il n'y a aucun traitement pour le moment spécifique pour cette pathologie. Le traitement est purement symptomatique. Donc la procédure pour le cas devant un cas suspect. Donc le cas suspect, il est identifié par un professionnel de santé. Le professionnel de santé doit le signaler. Ce cas, par la suite, donc, il sera pris en charge par le service référent. Donc, s'il s'agit d'un cas possible, donc, alors la prise en charge est d'isoler le malade et de faire des prélèvements pour confirmer le diagnostic. Deuxièmement, c'est le diagnostic de coronavirus est exclu, donc le malade est pris en charge par son médecin traitant. Il ne faut pas orienter les patients d'emblée vers le secteur d'accueil des urgences. Donc un malade qui présente une symptomatologie, une suspicion de coronavirus, donc on doit organiser directement sa prise en charge avec des services référents, afin d'éviter le contact avec les autres patients et éviter la dissémination de cette pathologie. Ainsi, bien sûr, sans oublier les précautions d'hygiène.
comme des précautions, il y a des précautions standards aériennes et aussi des précautions complémentaires aériennes et des précautions complémentaires de contact. Pour le cas possible, une fois il y a un cas possible, donc on doit réaliser des prélèvements respiratoires selon l'instruction numéro 2 de 23 janvier 2020 relative à la définition des cas et classement des cas. Par la suite, c'est pour la prise en charge aussi des cas contacts autour d'un cas possible, dans l'attente de la confirmation du cas et par les incertitudes importantes à ce jour concernant cette émergence, la nécessité de mettre en place beaucoup plus des mesures de prévention pour les cas contacts. Pour le cas confirmé, en cas de classement du cas possible en cas confirmé, le Centre national de référence et l'EPA d'Alger doit prévenir le médecin traitant ainsi que l'établissement où il est malade hospitalisé, ainsi que le laboratoire de microbiologie pour les résultats. Pour les cas contacts asymptomatiques d'un cas confirmé, ces cas, on doit les convoquer, on doit les examiner et les informer qu'en cas d'apparition et des signes respiratoires dans les 14 jours qui suivent l'exposition, ces personnes doivent contacter le service référent et ne pas rentrer directement chez le médecin traitant ou aller aux urgences. Pour les masques, la prise des masques de protection, concernant le masque chirurgical, donc il est recommandé beaucoup plus pour les personnes malades qui ont une symptomatologie clinique pour éviter la dissémination de cette pathologie. Alors, pour les cas non malades, le port de ce type de masque par la population non malade afin d'éviter d'attraper la maladie n'est pas recommandé et son efficacité n'est pas démontrée. Donc, pour les professionnels de santé, ils doivent prendre des mesures de protection spécifiques. C'est le masque FFP2, bien sûr, avec des mesures de précaution de contact. En conclusion, donc, pour répondre à cette crise sanitaire, l'OMS a mobilisé les experts et les chercheurs dans différents domaines afin de connaître mieux l'agent pathogène, son mécanisme, sa pathogénie, et de développer des nouveaux outils diagnostiques, surtout un diagnostic rapide, ainsi que le développement d'un vaccin ou d'un sérum pour stopper cette épidémie, et bien sûr, sans oublier l'épidémiologie qui est importante pour mettre en place des stratégies de contrôle de l'épidémie. Merci. Merci, Dr. Hajisa. Oui, c'est beau et c'est bien, mais faut-il prendre en charge tous les malades et bien les prendre en charge? Là, ça va poser des questions par la suite. On appelle le professeur Boukhaifa, alors le point de vue du virologue par rapport à ce virus. Donc, cher maître, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter les aspects virologiques du coronavirus de Wuhan 2019 nCoV. Alors, l'OMS estime que la propagation de nouveaux coronavirus constitue une urgence de santé publique sanitaire de portée internationale. Donc, il s'agissait d'une épidémie de pneumonie d'allure virale d'étiologie inconnue qui a émergé en décembre 2019. Le 9 janvier 2020, c'était la découverte du nouveau coronavirus 2019 nCoV qui a été annoncé officiellement par les autorités sanitaires chinoises et l'Organisation mondiale de la santé. Alors, les derniers chiffres en février 2020, selon l'OMS, 37 198 cas confirmés en Chine, dont 811 décès pour le nouveau coronavirus. En dehors de la Chine, il y a 359 cas répartis dans 27 pays et 2 décès. En France, le ministère chargé de la Santé a annoncé 11 cas confirmés. Et en Algérie, à l'heure actuelle, aucun cas n'a été déclaré. Alors, pour la classification du virus, les coronavirus appartiennent à l'ordre des nidovirales, à la famille des coronaviridés qui comporte 2 sous-familles, les coronavirinés et les taurovirinés. La sous-famille des coronavirinés comporte 4 genres, alpha coronavirus, bêta coronavirus, gamma coronavirus et delta coronavirus.
Donc actuellement, il y a 7 espèces de virus qui sont pathogènes pour l'homme, qui sont répartis sur les 2 premiers genres, alpha coronavirus et bêta coronavirus, à savoir le HCoV 229E, le HCoV VNL63 dans les alpha coronavirus, le HCoV OC43, le SARS-CoV, le HCoV HKU1, le MERS-CoV et le nouveau coronavirus dans le genre bêta coronavirus. Alors, les réservoirs, donc il s'agit d'une zoonose donc, transmissible de l'animal à l'homme. Depuis 2005, des dizaines de nouveaux coronavirus ont été isolés de chauves-souris. Et il a été prouvé que les coronas respiratoires humains, le SRAS et le MERS, peuvent être originaires de virus de chauve-souris. Il y a plusieurs hôtes aviaires, mammifères comme les chameaux, les chauves-souris, les civettes, les souris, les chiens et les chats. Alors, concernant la structure et le génome, c'est un virus à ARN simple brun, de polarité positive, enveloppé. Donc, la particule virale, elle est sphérique, qui mesure de 80 à 220 nanomètres. C'est un virus enveloppé qui comporte à sa surface des spicules et une grande glycoprotéine S pour spicule. Également, cette spicule qui donne l'aspect de couronne à la particule virale. Il y a également une protéine membranaire intégrée M, une hémagglutinine stérase HE et une petite protéine de membrane E. Et à l'intérieur de la particule virale, la nucléoprotéine. Donc l'ARN, c'est le plus long ARN parmi les ARN viraux et qui mesure de 26 à 30 kb. Alors c'est un virus ARN, donc il se réplique dans le cytoplasme de la cellule infectée. Un brin positif qui va donner des brins négatifs. Ce brin négatif va donner par la suite des brins positifs, des ARN messagers et l'ARN génomique. Et selon les espèces, il existe entre 5 à 7 ARN messagers. Après synthèse, assemblage, maturation, la libération se fait par exocytose. Il faut noter qu'il y a des variants viraux qui surviennent facilement par mutation et recombinaison. Le taux de mutation du coronavirus est d'environ 10 puissance moins 4 substitutions de nucléotides par site et par an, avec de multiples mutations qui se produisent à chaque cycle de réplication. Alors, concernant la phylogénétique, selon le Chinese CDC, qui a publié récemment un article qui parle sur la caractérisation génomique et épidémiologique du nouveau coronavirus, à la recherche de l'origine de ce virus et pour l'identification des récepteurs cellulaires. Donc, ils ont isolé 10 souches de 9 malades, ils ont comparé les séquences de ces 9 génomes de nouveau coronavirus et ils ont constaté qu'il y a plus de 99,98% d'identité de ces séquences. Donc, c'est la même souche qui a infecté les 9 malades. Alors, pour le nouveau coronavirus, en le comparant avec d'autres séquences d'autres souches, donc ils ont constaté qu'il y a une identité étroitement liée avec des souches isolées de chauves-souris, avec une identité de 88%. Alors que l'identité, elle était plus éloignée du SARS-CoV avec un pourcentage de 79%, et du MERS-CoV avec un pourcentage de 50%. Donc, cette analyse phylogénétique elle a permis de classer le nouveau coronavirus dans le sous-genre sarbicovirus du genre bêta coronavirus. L'analyse phylogénétique suggère que les chauves-souris pourraient être l'hôte d'origine de ce virus, mais il y a un animal, pour le moment il est inconnu, vendu sur le marché des fruits de mer de Wuhan, qui pourrait présenter un hôte intermédiaire facilitant l'émergence du virus chez l'homme. Ceci a été suggéré pour 4 raisons. La première, c'est que l'épidémie a été signalée en fin décembre, période durant laquelle la plupart des espèces de chauves-souris étaient en hibernation. Aucune chauve-souris, la deuxième raison, aucune chauve-souris n'a été vendue ou bien trouvée sur le marché des fruits de mer durant cette période. L'étude phylogénétique a confirmé que l'identité de séquence
était inférieur à 90% entre le nouveau coronavirus et les souches isolées de chauves-souris. Donc les chauves-souris ne sont pas des ancêtres directs du nouveau coronavirus. Donc donc on le sait déjà que le SARS-CoV et le MERS-CoV, les chauves-souris agissent comme réservoir naturel. Il y a toujours en parallèle un animal qui joue un rôle d'intermédiaire, comme les civettes de palmier masquées pour le SARS-CoV et le dromadaire pour le MERS-CoV. Donc ça pourrait être la même chose pour le nouveau coronavirus. Aussi, l'analyse structurelle suggère que le nouveau coronavirus pourrait se lier au récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 chez l'homme. C'est une protéine cellulaire qui est exprimée à la surface des cellules de poumon, de cœur, des reins et de l'intestin grêle. La transmission interhumaine a été confirmée. Donc, passons maintenant au diagnostic au laboratoire. Les indications, le prélèvement. D'abord, pour le personnel du laboratoire, il faut porter un équipement de protection individuelle approprié, comme les blouses, les gants, les lunettes de protection. Pour les masques, ils ne sont pas nécessaires si on va travailler avec une enceinte de sécurité microbiologique. Donc, ce qui est recommandé de travailler avec une enceinte de sécurité biologique certifiée de classe 2, conformément aux directives de niveau de biosécurité 2 ou supérieur. Donc, s'il y a un risque estimé, les masques utilisés doivent être de type FFP3. Alors, pour les prélèvements, le CDC recommande de faire écouvillon nasopharyngé et oropharyngé, expectoration, lavage broncho-alvéolaire, aspiration trachéale, si possible. Donc, il faut faire les prélèvements le plus tôt possible, une fois le cas est suspect et identifié, et quel que soit le moment d'apparition des symptômes. Pour les prélèvements respiratoires, le lavage broncho-alvéolaire et l'aspiration trachéale, il faut recueillir 2 à 3 ml dans un tube stérile, réfrigérer l'échantillon entre 2 et 8 degrés et expédier pendant une nuit à l'Institut Pasteur Algérien avec des poches de glace. Expectoration. Pour l'expectoration, il faut expliquer au malade comment expectorer, mettre le prélèvement dans un tube stérile, réfrigérer entre 2 à 8 degrés, expédier l'échantillon à l'EPA, conservé avec des poches de glace. Pour l'écouvillonnage nasopharyngé, il faut insérer un écouvillon dans la narine parallèlement au palais, laisser l'écouvillon en place pendant quelques secondes pour absorber les sécrétions, prélever un écouvillon dans les deux, c'est-à-dire il faut utiliser le même écouvillon pour les deux narines, placer immédiatement l'écouvillon dans un milieu, dans un tube stérile contenant 2 à 3 ml de milieu de transport, réfrigérer et expédier à l'EPA. L'écouvillonnage oropharyngé, écouvillonner le pharynx postérieur en évitant la langue. Alors, il faut noter que les écouvillons en fibre synthétique avec des manches en plastique, il faut les utiliser. N'utilisez pas d'écouvillons d'alginate de calcium ou bien d'écouvillons avec des manches en bois car ils peuvent inhiber certains virus, surtout si on va utiliser les tests PCR. Alors, pour le diagnostic sérologique, il est en cours d'évaluation. On ne connaît pas encore la cinétique des anticorps, on ne connaît pas la sensibilité et la spécificité des tests. Alors, il faut conserver les échantillons prélevés entre 2 et 8 degrés, expédiés à l'IPA, annexe de virologie, laboratoire du virus respiratoire. Si on ne peut pas envoyer les prélèvements dans les 24-62 heures, une congélation à moins 70 est recommandée jusqu'à l'envoi des prélèvements. Il faut bien étiqueter chaque récipient d'échantillon avec le numéro d'identification du patient, le type d'échantillon, la date de prélèvement. Il faut suivre les règlements d'expédition pour la substance biologique codée UN 3373, catégorie B, lors de l'envoi d'échantillons potentiels de nouveaux coronavirus. Donc c'est un emballage, c'est un triple emballage. À l'intérieur, il y a le tube stérile qui contient le prélèvement. C'est un récipient incassable étanche. Après
Après, nous avons un sac en plastique scellé et à l'extérieur, un emballage rigide. Donc, le CDC a mis sur son site un formulaire pour les renseignements cliniques disponible en cliquant sur le lien CDC forme 50.34. Le FDA a autorisé l'utilisation en urgence le 4 février 2020 d'une technique de PCR en temps réel, la RT-PCR, pour identifier le nouveau coronavirus en utilisant des amorces et sondes qui ciblent le gène de la nucléocapside et qui sont conçues à la fois pour la détection du coronavirus de type SRAS et pour la détection spécifique du nouveau coronavirus. Les cultures cellulaires, l'isolement du virus, du nouveau coronavirus n'est pas recommandé pour le moment. Alors pour le traitement, qui est actuellement symptomatique, il n'existe pas de traitement spécifique, mais les recherches sont en cours pour trouver des molécules qui sont actives sur le nouveau coronavirus. Dernièrement, une publication est parue qui a mis en évidence une activité inhibitrice in vitro de deux molécules, une molécule antivirale, le remdesivir, et une molécule antiparasitaire, la chloroquine. Et je vous remercie. Honorable assistance, bonjour. On va voir maintenant les mesures d'hygiène pour sécuriser la prise en charge d'un cas, que ce soit suspect, probable ou confirmé, d'infection au nouveau virus, au nouveau coronavirus. En réalité, c'est une synthèse des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, du CDC, de la Société française d'hygiène hospitalière. La stratégie de lutte visant à prévenir ou à limiter la transmission du coronavirus dans les établissements de santé est basée sur 5 éléments. D'abord, le triage, l'identification précoce et le confinement des patients suspects, probables ou confirmés d'être infectés par le coronavirus. Deuxièmement, c'est les précautions standards. Troisièmement, les précautions complémentaires. Quatrièmement, les mesures administratives. Et à la fin, les mesures environnementales et techniques. On va commencer par le premier élément de la stratégie qui consiste en le fait d'insister sur les professionnels de santé, d'examiner attentivement les patients suspects à la recherche des signes évocateurs d'une infection selon la définition du cas qui peut évoluer selon les données épidémiologiques concernant l'extension de l'épidémie. Le deuxième élément, c'est de mettre en place un poste de tri bien équipé à l'entrée de l'établissement de santé avec un personnel qualifié pour éviter le contact avec les patients suspects et les autres patients afin de limiter la transmission du virus. Troisièmement, poser des affiches dans les lieux publics pour rappeler aux patients symptomatiques d'alerter les agents de santé et tout ça afin d'assurer un confinement et un isolement, une séparation entre les patients suspects et les autres patients. Le deuxième élément, c'est les précautions standards. Pourquoi c'est des précautions standards? Comme vous le savez, c'est des précautions qui doivent être appliquées par tous les professionnels de santé, pour toute activité, pour tous les patients et au niveau de tous les lieux de pratique de soins. On n'attend pas une épidémie de coronavirus ou d'autres germes pour appliquer les précautions standards. Les précautions standards, c'est le quotidien de tous les professionnels de santé. Les précautions standards, comme vous les connaissez tous, sont basées sur l'hygiène des mains, la protection des voies respiratoires, l'utilisation d'équipements de protection individuelle, la prévention des accidents exposants au sang, la gestion sécurisée du linge et des déchets et l'entretien correct de l'environnement et des dispositifs médicaux chirurgicaux. Quant à l'hygiène
qui est la base des précautions standards, elle doit être appliquée selon les recommandations de l'OMS, au minimum en respectant les 5 indications de l'OMS de l'hygiène des mains. Et au minimum, on doit pratiquer soit un lavage des mains avec de l'eau et du savon liquide, soit une friction à l'aide d'une solution hydroalcoolique, qui est préférable par rapport au lavage et qui a prouvé son efficacité. Le deuxième élément, c'est la protection respiratoire. Le premier élément, c'est que toute personne qui tousse, qui éternue, le fasse dans un mouchoir couvrant le nez et la bouche, ou bien dans le cou. Sinon, au niveau des salles de consultation, on suspecte un patient qui présente des signes respiratoires et on essaie de lui donner un masque chirurgical. Et le troisième élément, il faut appliquer une hygiène des mains après tout contact avec les sécrétions respiratoires. Un masque, pour être efficace, il doit couvrir nez, bouche et menton. Il doit être changé après chaque utilisation et chaque fois qu'il est humide. Il ne doit pas être touché après sa mise en place. Il ne doit jamais être conservé dans sa poche ni autour du cou. Et il ne doit jamais être repositionné après l'avoir touché ou bien baissé au niveau du cou. Malheureusement, c'est une pratique qu'on voit souvent. Le deuxième élément, c'est l'utilisation d'un équipement de protection individuelle. Deux éléments sont importants parce qu'on va détailler par la suite les équipements de protection individuelle. Là, on va se contenter d'insister sur le fait que une utilisation rationnelle, correcte et systématique des équipements de protection individuelle va aider à limiter la transmission des différents germes, y compris le coronavirus. Le deuxième élément, c'est que l'efficacité aussi de l'équipement de protection individuelle est conditionnée par un approvisionnement adéquat et régulier, une formation du personnel à une bonne utilisation de l'équipement de protection individuelle. Et le troisième élément, qui est l'élément le plus important, c'est le comportement humain. C'est que le personnel qui a été formé, qui a bénéficié d'un équipement de protection individuelle, il doit le rationaliser, il doit l'utiliser correctement. Le bio-nettoyage doit être fait selon les procédures en vigueur, selon les recommandations. L'entretien des dispositifs médicaux, chirurgicaux et du linge aussi doivent être faits selon les recommandations en vigueur, qu'on ne va pas détailler. Le troisième élément dans la stratégie de lutte contre le coronavirus, c'est les précautions complémentaires. Donc, les précautions complémentaires doivent être appliquées par toute personne avant d'entrer de la chambre d'un patient suspect ou confirmé d'être infecté par le coronavirus, que ce soit ses membres de famille, les visiteurs, le personnel de la santé, ils doivent tous appliquer ces précautions. Les patients dans la situation EDA doivent être isolés dans des chambres individuelles. Et l'idéal que la chambre soit à pression négative. Mais si cette situation est impossible, si les moyens ne sont pas disponibles, les patients peuvent être regroupés dans une chambre où tous les patients suspects ou confirmés d'être infectés par le coronavirus, on peut les réunir dans une seule chambre, à condition que la porte soit fermée et que l'aération soit assurée en continu ou bien au minimum, on ouvre d'une façon périodique les fenêtres. Le troisième élément, c'est que les lits des patients doivent être placés d'au moins 1 mètre. Une séparation entre les lits des patients d'au moins 1 mètre est indispensable. Dans la situation idéale, il faut éviter de transporter
des patients suspects d'infection par le coronavirus. Si on est dans l'obligation de le faire, celui qui va transporter le patient doit respecter l'hygiène des mains et porter un équipement de protection individuelle. Il faut aussi informer le service d'accueil des patients des précautions à prendre avant l'arrivée du patient. Toujours, comme on l'a déjà dit, il faut éviter de déplacer ou de transporter le patient suspect d'infection par le coronavirus. Quitte à, si on veut faire des examens de radiologie, l'idéal c'est d'utiliser du matériel portatif. Ou bien, si on doit le transporter, il faut utiliser des itinéraires prédéterminés afin de limiter au maximum le contact de ce patient avec les autres patients. Et dans la mesure du possible, il faut dédier une équipe pour prendre en charge des patients suspects de coronavirus. Ces agents de santé doivent porter une protection oculaire, à savoir des lunettes de protection et une protection faciale, des écrans faciaux et des gants. Parce que ces patients doivent être mis en isolement technique, l'idéal géographique, sinon technique. On doit respecter les précautions complémentaires, contact et air et gouttelettes. Donc pour le port de masque, il y a deux types de masques. Il y a les masques chirurgicaux qui sont recommandés pour les patients afin de protéger l'entourage des sécrétions qui vont être émises par ce patient lors d'un effort de toux ou d'éternuement. Pour les professionnels de santé, ils doivent porter des appareils de protection respiratoire. Ce qui est recommandé, c'est les pièces faciales filtrantes FFP2. Parce que c'est des pièces qui vont filtrer l'air qui va entrer, que le professionnel va respirer. Donc, il y a plusieurs formes de masques FFP2. Il y a ceux à coque dure, qui sont difficiles à adapter aux formes du visage, ceux à coque souple et les becs de canard. Donc voici une vidéo qui montre la façon de porter un masque de protection respiratoire et comment faire le test d'étanchéité. Le masque est posé sur le visage en ajustant les élastiques correctement, un dans la nuque et un au sommet du crâne. Le masque est bien ajusté, on pince sur le nez et on vérifie qu'il est bien étanche dans le cou. Puis on inspire et on doit remarquer au niveau du masque une dépression qui marque l'étanchéité. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est la technique de port d'un masque de protection et la technique du test d'étanchéité. On doit voir la légère dépression, sinon le masque est mal positionné. Donc il faut l'ajuster avec la barrette sur le nez, il faut qu'il couvre le menton, puis on fait le test de dépression, d'étanchéité, pardon. Pour l'équipement de protection individuelle, il faut porter une blouse propre, non stérile, mais cette fois-ci à manches longues dans le cas du coronavirus. On a l'habitude de vous conseiller de porter des tenues à manches courtes, mais cette fois-ci, c'est une blouse à manches longues qui est recommandée. Le port de bottes, de combinaisons et de tabliers ne sont pas recommandés pour les
on doit porter un autre équipement de protection individuelle. Pour le matériel médical utilisé pour ces patients, l'idéal qu'il soit à usage unique. Sinon, il doit être désinfecté après l'utilisation auprès d'un premier patient et avant le passage à un deuxième patient. Voici un exemple d'une chambre d'isolement d'un patient. Ne doit être retiré qu'après la sortie de la chambre. On ne doit pas les retirer à l'intérieur de la chambre. Il faut toujours nettoyer et désinfecter les surfaces avec lesquelles les patients étaient en contact et il faut limiter le nombre d'agents de santé intervenant au prix du patient. Il faut limiter le nombre de personnel, de visiteurs, de membres de la famille présents au niveau d'une chambre où il y a un patient suspect d'être infecté par le coronavirus. Et en situation d'épidémie, il faut tenir un registre sur lequel on doit mentionner toutes les personnes entrant et sortant de la chambre pour retracer, dans le cas du besoin, l'histoire du risque de transmission d'une infection par le coronavirus. On insiste sur le fait de limiter les visites encore une fois et si c'est nécessaire, les visiteurs doivent appliquer les mêmes précautions que les professionnels de santé. Donc, dans les lieux stratégiques, comme les urgences par exemple, il faut diffuser une information concernant les mesures d'hygiène à prendre par tout patient présentant des signes respiratoires et mettre à leur disposition les moyens nécessaires. Dans certaines situations, il y a des actes qui génèrent des aérosols plus que les autres actes, à savoir l'intubation trachéale, la ventilation non invasive, la trachéotomie. Dans ces situations-là, il faut réaliser l'acte dans la situation idéale dans une pièce suffisamment ventilée. Porter un masque de protection respiratoire type FFP2, bien sûr, après contrôle d'étanchéité. Porter une protection oculaire, lunettes ou écran facial, porter une blouse propre non stérile à manches longues, des gants, un tablier imperméable et limiter le nombre de personnes présentes au strict minimum lors de la réalisation de l'acte. Pour les mesures administratives, à part la mise en place du dispositif, il faut insister sur deux éléments: assurer la disponibilité des moyens et assurer la formation du personnel de santé. Pour les mesures environnementales et techniques, on doit assurer une ventilation adéquate au niveau de tous les services de l'établissement. Le bio-nettoyage approprié se fait selon les recommandations habituelles de l'établissement. Les patients doivent être placés espacés les uns des autres d'au moins 1 mètre. Il y a même les recommandations canadiennes qui recommandent 2 mètres. Les autres précautions, comme on l'a déjà cité dans les précautions standards, doivent se faire selon les recommandations habituelles. Maintenant, quelle est la durée du maintien des précautions pour un patient infecté par le nouveau coronavirus? Pour les précautions standards, c'est en rouge, en gras, souligné, c'est en permanence. Que ce soit dans la situation d'épidémie, de pandémie ou bien dans la situation habituelle, les précautions standards doivent être appliquées en permanence. Pour les précautions complémentaires, on doit les maintenir jusqu'à ce que le patient soit asymptomatique. Et merci pour votre attention. Voilà, merci beaucoup, merci. Voilà, donc on a eu 3 à 4 belles communications.
très belle, Torch, qui a beaucoup parlé sur l'impact de la surveillance épidémiologique, Hadj Issa qui a mis l'accent sur le diagnostic, professeur Boukhalfa qui a mis l'accent surtout sur la typologie du virus et on a senti la plasticité virale, ça veut dire comme quoi c'est des virus RNA avec tout ce que ça donne, et deuxièmement le risque de mutation, c'est-à-dire le franchissement interespèces qui nous pose réellement un grand problème actuellement. Et enfin, on a vu avec Dr Ben Adjia, c'est toute la problématique des mesures complémentaires, des mesures barrières, des précautions standards. Moi, justement, avant d'ouvrir le débat, j'aimerais juste dire un mot très important, un mot très très important. Vous savez, on en a discuté, ça fait pas longtemps avec le professeur Obi et l'équipe des maladies infectieuses. On en a discuté à plusieurs reprises sur ce coronavirus. Moi, ce que je vais dire, deux mots. Vous savez, moi, je me dis, et je le disais la dernière fois au professeur Hamida, c'est que moi, je suis très heureux en quelque sorte, en dépit de la faible létalité un peu du coronavirus, le nouveau, je me dis que quelque part, c'est magnifique, c'est bon. Pourquoi? Parce que finalement, ces situations nous rappellent à l'ordre, nous rappellent justement à une meilleure pratique médicale, nous rappellent justement à remettre un peu sur la sellette les précautions standards, à reprendre un petit peu le débat sur les mesures complémentaires. Je dirais même à une sorte de réorganisation de la santé. Ça veut dire apprendre à désapprendre pour réapprendre de nouveau. Je crois que c'est ça. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Il faut qu'on ait ce courage. Vous savez, je vais vous dire, et on va ouvrir un débat, que quand on voit le taux de contagiosité actuellement qui a été donné par toutes les publications, il ne faut pas oublier que le coronavirus, en l'espace de 3 semaines, on a eu le droit à 1700 publications et 140 articles dans des revues indexées. En l'espace de 3 semaines. J'ai fait le compte. 1700, 140 articles dans des revues indexées. C'est pour vous dire. C'est pas quand même de la bêtise. Les gens sont là, ils sont en train d'accoucher d'articles, etc. Émettre des hypothèses, etc. Et on peut discuter. Regardez, moi j'ai été frappé. Pourquoi il y a ce taux de contagiosité, même je dirais le risque nosocomial, professionnel, dans les établissements chinois. Pourquoi il est faible? Par rapport au MERS, par rapport au SRAS. Pourquoi? Ben, je vais vous dire, Wallahu a'lam, je ne vais pas dire de bêtises. Probablement c'est du fait que, en 2009, quand les Chinois ont été confrontés au SRAS, vous savez qu'est-ce qui s'est passé sur le plan politique? Eh bien, je vais vous le dire. C'est qu'en 2009, la réaction chinoise à l'épidémie a été très faible. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont? Et l'OMS, elle a tapé sur les doigts des Chinois. Et depuis, les Chinois, en créant le CDC chinois, etc., ils ont retenu la leçon. Ils ont retenu la leçon au point que les mesures barrières sont hyper respectées. Et c'est ce qui fait qu'actuellement, la létalité, je dirais la contagiosité, le risque professionnel nosocomial est faible par rapport au MERS et par rapport au stress. Probablement, Allahu a'lam. Voilà un petit peu ce qui a été dit par nos collègues, nos confrères. Maintenant, c'est à vous d'ouvrir le débat et Inch'Allah, tout le monde est là. Vous avez regardé un peu, tout le monde est là. Vous avez les épidémios, vous avez les infections, vous avez les pneumophthysiologues, donc vous avez les laborantins, vous avez des surveillants médicaux, vous avez de l'administration. Ça veut dire qu'on est tous réunis ici pour essayer un petit peu de pouvoir discuter, de comprendre et sortir justement avec au moins une idée sur l'organisation à mettre en place en vue d'une riposte justement à ce qui peut, c'est le point d'interrogation justement. Vous savez, je vais vous dire ça et je clôture, je ne vais plus monopoliser la parole. Les maladies infectieuses, je n'apprendrai rien au docteur Hadj Issa, peut-être qu'il peut me corriger, c'est que les maladies infectieuses, c'est avant tout et c'est toujours des maladies des écosystèmes.
il faut qu'on se comprenne. Hein, maintenant, on peut maintenant dire le marché des animaux sauvages en Chine, etc., etc. Mais maladie infectieuse égale maladie des écosystèmes. Voilà, ça veut dire il y a un aspect environnemental, il y a un aspect humain, il y a un aspect comportemental, il y a donc maintenant c'est le moment d'en parler. Voilà, donc sans vouloir monopoliser, maintenant c'est à vous de poser des questions, on va discuter, s'il y a des éclaircissements, afin qu'il m'a dit tout à l'heure le professeur Toby, on va dépaniquer, il ne faut pas qu'on sombre dans, parce que l'impact d'une épidémie, l'impact d'un phénomène comme ça est un impact sociétal. Ça veut dire c'est la panique, on est stressé, on a peur, on est en train de compter nos sous, vous savez, tout le monde est inquiet, etc. Et deuxièmement, il faut maintenant qu'on s'organise justement pour pallier justement à ce problème qui est juste à nos côtés. On risque dès demain, avec le mouvement de population, le mouvement des voyageurs, etc., autant d'éléments qui font que comme ce virus, il a réussi son émergence, il risquerait bien sûr un petit peu de venir à nos côtés. Est-ce qu'on sera en mesure de répondre? C'est toute la problématique. Voilà. Alors à vous, mes chers collègues, mes chers amis, justement d'animer ce débat. Voilà, allez-y. Ce qu'on aimerait bien, c'est sortir avec quelque chose de pratique. C'est-à-dire c'est beau, comme l'a montré Dr Benalgia par rapport aux pratiques courantes, bon, qu'il faudrait faire éventuellement devant le risque d'infection, mais travailler avec les moyens de bord, c'est le but, et sortir avec quelque chose qui soit pratique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait faire devant un cas défini. Ce n'est pas tout cas de syndrome grippal qu'il faudrait faire une panique par rapport à ça. Donc, parler d'une structure d'accueil, oui, mais c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait faire. Parce que quand il a parlé, Dr Khajissa, par rapport à l'hospitalisation et à la prise en charge par le service infectieux, là, on est confronté, nous, devant les cas de grippe. Point. Mais tant qu'il n'y a pas la définition du cas, on va dire, d'un séjour éventuellement, ou d'un contact avec un sujet qui a... Là, le problème va se poser, parce qu'on est arrivé au problème que certaines personnes cachent soit le séjour, soit une notion on va dire, de voyage ou de contact avec ces personnes-là. Juste, si vous permettez, je vais profiter et aller dans le même sens que professeur Kader et professeur Chouki, justement pour être pratique, juste pour un complément, hein, donc je ne vais pas, juste parce que Dr Benalgia a été pris par le temps, certainement, ne voulait pas détailler parce que pour laisser place au débat. Mais juste, restons avec les moyens de bord, comme vous le dites, c'est bien. Il y a un document émanant du ministère de la Santé, de la Population. Je pense que tout le monde a été destinataire de ce manuel, hein, donc, qui nous guide un petit peu comment mettre en place les précautions standards. C'est quelque chose qui a été fait selon les moyens de bord, c'est-à-dire c'est algérien, hein, ni le CDC, ni la Société française d'hygiène hospitalière, c'est typiquement algérien, donc on se trouve pleinement dans ce document parce qu'il est pratique. Vous faites passer s'il vous plaît juste pour montrer à nos collègues, donc s'ils ont ce document, normalement Kaïd, déjà on l'a distribué en 2015. On nettoyage des surfaces et des sols. C'est-à-dire on n'entend pas Corona pour appliquer tout ça. C'est-à-dire qu'on peut les appliquer comme l'a bien expliqué Dr Benalgia. Normalement c'est un quotidien. Ça fait partie de notre feuille de route. C'est comme un pilote, lorsqu'il prend le siège de son appareil, avant qu'il décolle, il a une feuille de route et il coche. Il faut faire ça, ça, ça. Normalement, par analogie, lorsqu'on vient travailler dans un hôpital, on a une feuille de route le matin et on coche. Voilà qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en dehors du soin, parce que les précautions standards et les précautions complémentaires font partie intégrante du soin. Je ne peux pas parler d'un soin si je ne prends pas en considération l'environnement. Ça a été bien dit par le professeur Kader. Donc l'environnement, c'est quelque chose de fondamental. Si on ne prend pas en considération l'environnement et on ne prend pas soin de notre environnement, bien sûr on va travailler dans un environnement qui ne va pas être, si vous voulez,
comment dirais-je, aptes pour éviter, hein, donc, d'éviter la transmission des germes via donc, le personnel et les malades. Donc c'est important, voilà, c'est quelque chose de pratique, je ne vais pas monopoliser la parole, mais si vous n'avez pas le document, il existe sur CD. Monsieur Darnouni, là, c'est la même chose. On va vous piquer tout ça et vous pouvez le distribuer au niveau de la ville. Il existe sur le site du ministère de la Santé. لا ما تلقاهش كاين معلش سير سيدي تقدر دير لهم لاخر تعطيهم لهم دونك جو كرو il y a 150 pages tout ça peut concerner un document qu'il faut avoir dans les structures de voilà juste pour compléter. Voilà, donc déjà une première idée très importante. Voilà. Regardez, s'il vous plaît, chers collègues, regardez, le maillon le plus faible de tout notre système, il faut le dire. Maintenant, comme on est confronté à cette réalité scientifique, c'est que le maillon le plus faible, c'est quoi? On a deux maillons faibles. Un, c'est les urgences médico-chirurgicales, où nous avons toute la panoplie des patients qui viennent, etc., et les salles de consultation et les salles d'hospitalisation. C'est ça finalement, c'est ça. Donc c'est à partir de là, justement, maintenant, comment nous allons réunir les moyens, les compétences, l'information utile, etc., pour pouvoir y pallier. C'est ça le problème, quand on voit notre système. Parce que finalement, regardez, qu'est-ce qui s'est passé à Wuhan? Ce qu'on oublie, malheureusement, ça n'a pas été présenté par tous nos amis. Je vais vous le dire. C'est que le délai de consultation des patients, le délai de consultation était de 7,8 jours. Vous voyez, il y a eu quand même trop lent, vous imaginez. Donc, regardez, donc on essaye de comprendre. Est-ce que cette lenteur à la consultation devant une symptomatologie donnée a fait justement que la contagiosité qui était de l'ordre de 2,2, ça veut dire qu'un sujet infecté pouvait, contrairement, vous savez, si on voit en matière d'infectiosité, vous le savez mieux que moi, que quand on prend un sujet, par exemple méningitique, il peut en contaminer jusqu'à 15. Un rougeoleux jusqu'à 12, d'accord? Un typhique, il peut contaminer jusqu'à 10, etc. Mais là, la contagiosité, elle est de combien? De 1 à 2. Donc elle n'est pas aussi importante, etc. Alors on se pose la question, est-ce que le fait que le délai à la consultation, ce retard à la consultation, ça veut dire qu'il n'y a pas eu des moyens de protection, des moyens d'isolement, des moyens quarantenaires mis en place, a fait que, un petit peu, on a cet aspect de la courbe qui est en train d'augmenter. Là c'est un questionnement. Donc vous voyez pourquoi on essaie de mettre tous les moyens nécessaires au niveau des UMC, parce que les UMC, c'est un petit peu la première vitrine. Quand un patient il a un problème de santé, qu'est-ce qu'il va solliciter? Il va aller vers la consultation, comprenez? Donc à partir de là, nous-mêmes maintenant, ne faut-il pas justement maintenant baliser tout ça et mettre les moyens humains, les moyens matériels, etc., pour essayer de riposter. Voilà. Là, déjà, c'est un questionnement, c'est une problématique. Est-ce que maintenant, à l'heure actuelle, à l'heure où nous parlons, nous avons les moyens, nous avons la capacité, justement, d'affronter une situation similaire que certains pays ont vécu? Le problème, il est là, parce que maintenant, nous sommes qu'à l'heure des probabilités. Est-ce que c'est une zoonose? Est-ce qu'il y a la preuve? Attention, le seul côté qui nous rassure, c'est que finalement, il n'y a pas eu de cas chez les moins de 15 ans, aucun cas n'a été signalé, et deuxième élément, il n'y a pas eu de transmission maternelle, il n'y a pas eu chez la femme enceinte. Voilà, bien sûr, quand on lit, on lit énormément, et ce qu'on a passé notre temps à suivre, on a eu deux situations, oui, il n'y a pas eu de cas chez les moins de 15 ans, et il n'y a pas eu de transmission à partir de la femme enceinte. Voilà, peut-être que là, c'est un petit peu, ça nous rassure, parce que si c'est l'enfant, la situation aurait pris des heures. Voilà, professeur Mouché, allez-y madame, venez madame Mouché. Madame Mouché, entre guillemets, la maman, je m'ai navré de ne pas avoir fait mon devoir téléphoné. Hein. Donc il faudrait souligner que tous les aspects donc, de la maladie ne sont pas encore connus.
Donc vous êtes donc tous branchés, vous savez, donc vous suivez un peu les informations. Donc je vous informe qu'aujourd'hui, donc une équipe de l'OMS va se déplacer auprès donc des malades de la ville de Wuhan. Et là, je rebondis un peu sur donc les prémices donc de cette épidémie. Donc en général, pour ce qui s'agit d'une maladie émergente, les cas index nous échappent parce que c'est une maladie avec une symptomatologie entre guillemets qui n'est pas spécifique, donc c'est un aspect donc de pneumopathie compliquée, etc. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, donc les éléments de transmission ne sont pas encore maîtrisés. Il y en a certains qui parlent d'une transmission féco-orale. Donc dernièrement ils ont évoqué donc cette hypothèse. Il faudrait donc confirmer. Ce qui nous intéresse donc dans le contexte actuel, parce que on parle de deux aspects qui sont tout à fait différents, donc on ne va pas redécouvrir le feu. Donc on essaye de voir ce qui se passe à l'étranger pour voir un peu comment procéder. Donc ce qui intéresse c'est-à-dire le plus dans cette épidémie, c'est le confinement et l'isolement des cas. Vous avez vu que donc, les gens sont en train d'aménager des gymnases, des écoles, etc. pour isoler toute la population suspecte et qui sont en train d'investiguer pour donc faire le tri entre cas positifs et cas négatifs. Donc vous êtes au courant du paquebot qui compte plus de 3000 passagers qui est donc au large. Donc il n'y a pas de même la restriction en matière de mouvement à l'intérieur du paquebot est très serrée. Donc les gens sont confinés dans leur cabine. On leur donne à manger, mais ils n'ont pas le droit de sortir, etc. Donc, ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est donc de guetter les cas. Parce qu'il y en a certains qui posent la question, comment se fait-il que seul le continent africain qui ne soit pas touché? Est-ce que donc c'est un défaut de détection, entre parenthèses, parce que là aussi la question se pose, est-ce qu'il y a parmi nous donc des cas qui ne sont pas détectés, etc. Il faudrait le dire, hein. Parce que tous les continents sont touchés, sauf l'Afrique, Inch'Allah. Mais dans tout cela, c'est la riposte. Parce qu'il faudrait s'imaginer que s'il y aurait donc une épidémie, il y aurait un mouvement de panique. Je tourne la vidéo de la Mauritanie. Dès qu'ils ont suspecté le cas, dès que la personne avait un peu des traits qui... relatif à un asiatique, donc il y a un mouvement de panique et les gens se sont enfouis. Donc il faudrait donc gérer peut-être, Inch'Allah, mais gérer donc le mouvement de panique et informer la population vis-à-vis donc de la symptomatologie. Actuellement, le cas suspect, c'est un cas qui était en contact avec quelqu'un qui a séjourné en Chine, mais l'épidémie elle est en train de se rapprocher de nous parce qu'il y a des cas en France. Donc qui dit France dit entre parenthèses parce qu'il y a un mouvement de population. Et c'est Mallorca qui a été touché. Très bien. Donc c'est l'Espagne. Donc il y a un mouvement de population. Donc c'est pas loin de Bordeaux, ça s'explique un petit peu. Voilà. Le premier cas c'était à Bordeaux. Très bien. Donc nous ne sommes pas à l'abri. Donc le message qu'il faudrait passer, c'est que personne n'est à l'abri, mais il faudrait apprendre à mettre en place une riposte qui soit adéquate. Merci. Si vous permettez, parce que c'est pas des cours qu'on est en train de donner, loin de là, hein, parce qu'on ne peut pas vous apprendre, vous êtes des médecins, hein, donc vous êtes des soignants, vous connaissez tout ça. Notre souci aujourd'hui, comment essayer de s'adapter. Est-ce qu'il y a des difficultés sur le terrain, sur le plan matériel, sur le plan... Parce qu'il faut profiter, parce que le DSP il est là. S'il y a des choses, hein, donc il va prendre acte pour essayer d'aider tout le monde. Et on va raisonner wilaya.
C'est-à-dire on va partager les moyens ensemble et on va essayer de faire face ensemble à des éventuels, si vous voulez, cas, parce qu'on ne sait rien pour le moment, mais il faut qu'on se prépare. Est-ce que vous avez déjà préparé au niveau de vos structures les données proposées et préconisées par la tutelle? Est-ce que vous avez des masques? Est-ce que vous avez l'équipe de prélèvement? Qui fait le prélèvement? Lorsqu'il est fait, il va être acheminé comment? C'est ça les modalités pratiques, c'est ça ce qu'on veut de cette rencontre. C'est pas les signes, c'est vrai, on a besoin des signes cliniques pour poser le diagnostic. Mais après, on a posé le diagnostic. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Et c'est ça. Parce que c'est ça, gérer, si vous voulez, des cas inhabituels, des cas d'urgence, pour ne pas dire des épidémies. C'est ça. Donc comment on coordonne nos violons, comment on va travailler ensemble, tisser des ponts entre nous. Et bien sûr, on ne va pas jeter la balle. Parce que d'habitude, on a les soignants, parce que ce n'est pas moi, c'est l'autre qui est responsable. C'est ce qui se passe sur le terrain. Donc, des situations pareilles, il faut qu'on surmonte tout ça. Il faut qu'on mette tout ça de côté. C'est-à-dire, dénominateur commun, comment essayer de rendre service à nos malades, rompre la chaîne de transmission et partager le fardeau. Parce que c'est un problème de pneumo, c'est un problème d'infection, c'est ça. Il faut qu'on évite tout ça. Et je pense que la problématique et le questionnement, le débat, il va être centré sur ça. Comment on va rendre opérationnel et pratique donc cette lutte contre donc, ce genre de phénomène. Voilà. Il faut oser essayer de discuter, mais quelqu'un se pénalise. Bon, au terme de cette journée, personnellement, je serai très bénéfique. Donc je remercie les intervenants. Je vous remercie tous pour votre présence. Je remercie professeur Tobi, professeur Kabir, professeur Chouki. نحيل الكلمة للبروفيسور طبي باش يرفع la journée هذه. Je vous invite à une pause café et à la place à la côté. Je vous invite tous. Merci M. Dermoni. Donc, je pense que tout a été dit déjà. On remercie les orateurs qui nous ont rappelé des choses. On a appris beaucoup de choses avec eux. Je remercie aussi les présents d'être ici, dans un souci de partager ensemble ces informations, commenter l'instruction. Et bien sûr, je pense la meilleure des choses, et ça devient un art parce qu'il faut développer, savoir travailler ensemble. Je pense que si on arrive un jour à concrétiser ce slogan, ça va servir tout le monde. Parce que s'il y a un exemple à donner, nous, soignants et blouses blanches aux autres, c'est que cette capacité et cette faculté de travailler ensemble, parce que nous sommes une équipe soignante. Moi, j'aime utiliser ce mot, équipe soignante. Ni le médecin seul, ni l'infirmier seul, ni le directeur général seul, ni les autres corps seuls peuvent dispenser un soin. Un soin par définition, c'est le fruit de toute une équipe. Et je pense qu'on part de ce principe. Partageons ensemble si vous voulez, ce fardeau, parce que le métier d'un soignant, quand même, c'est un métier qui fatigue. Ça nécessite une disponibilité et une force de caractère. Avec les problèmes qui existent, on va être égoïste. Croyez-moi, et peut-être je me trompe, mais c'est ma conviction personnelle, on va souffrir lorsqu'on travaille ensemble. Par contre, lorsqu'on partage, si vous voulez, le travail, on va
être plus heureux et on va créer donc une enceinte, un climat familial qui nous permet tous et toutes, parce que chacun de nous a ses propres problèmes. Des fois, je viens travailler avec des problèmes. Des fois, je trouve une ambiance dans un service qui est serein. J'oublie les problèmes légitimes. Croyez-moi, quand même, le temps qu'on passe au niveau de nos services, c'est plus le temps qu'on passe chez nous. Si tout est une vie. Donc ici, on doit travailler ensemble. Je pense, maintenant, il y a une alliance mondiale. Hein? Pratiquement le monde entier se serre les coudes justement pour faire face donc, à ce fléau. Donc c'est à l'échelle planétaire quand même. Quelle que soit la race, quelle que soit la langue, quelle que soit la religion, mais tout le monde est derrière, si vous voulez, un problème qui menace l'humanité. Je pense qu'on peut quand même, à une échelle très réduite, travailler ensemble dans un service, dans un hôpital, et croyez-moi que tout le monde trouvera son compte. Je pense quand même qu'on a partagé ensemble des choses, hein, donc j'espère qu'on va pouvoir les appliquer sur le terrain. Des fois, il faut commencer par des petites choses. Et je reviens à ce qui a été dit par le professeur Kader et le professeur Chouki. Il faut qu'on exploite ce qu'on a comme moyen sur le terrain. Des fois, il faut l'exploiter, il faut qu'on soit rationnel. Parce que même dans le jargon des économistes, quand même, nous, en tant que blouse blanche, on est obligé de concrétiser ce vocable qui est en l'occurrence l'efficience. C'est avec le peu de moyens, on peut réaliser beaucoup de résultats. Et justement, ça fait partie de notre métier. Parce que c'est un métier qui est budgétivore. Les soins sont budgétivores. Quelle que soit notre, si vous voulez, richesse, on n'arrivera jamais à faire face aux problèmes de la santé. Ça demande beaucoup de moyens. Même les pays les plus riches au monde trouvent des difficultés pour allouer des allocations, avoir des ressources pour financer les soins. Il faut intégrer cette notion économique dans notre quotidien en tant que soignant. Il ne faut pas... Je donne toujours à mes étudiants l'exemple que je donne tout le temps. Prendre une compresse stérile pour l'utiliser pour nettoyer le nez ou là pour essuyer les chaussures. S'il y a 800 employés dans un hôpital, 400 qui ont un comportement négatif, parce que finalement c'est un comportement, il l'a bien, c'est bien dit par le professeur Kader, le comportement c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser. Si 400 utilisent une compresse stérile, je trouve journalièrement, donc devant un gaspillage de 400 compresses stériles, vous pouvez faire votre compte. Et c'est un geste qui est anodin. Il nous paraît anodin. C'est rien, c'est quoi une compresse? Mais c'est ça, c'est la notion économique. Quand même, je pense qu'on est au stade maintenant de réfléchir autrement. Et ce qui fait un petit peu la différence entre nous et les autres, c'est qu'ils ont compris ça. L'économie de la santé, comment intégrer ces notions économiques lorsqu'on dispense un soin. Je pense qu'on est dans le cas de figure, devant une situation pareille. Le professeur Kader il l'a bien dit tout à l'heure, c'est qu'avec les moyens de bord, on peut faire beaucoup de choses. Des fois, on n'est pas obligé d'avoir l'IRM fait toutes les villes pour dispenser un soin. Des fois, il faut qu'on s'adapte. Des fois, on peut faire beaucoup de choses. Voilà, je pense, s'il y a un message, et je vais terminer sur ça, c'est que ce qu'on a partagé ensemble aujourd'hui, ça fera une tâche d'huile au niveau de vos structures. Je pense qu'on est tenu moralement pour le faire. Einstein disait une fois, il a le privilège du savoir, il a l'obligation d'agir, et je vous remercie.